D'abord, merci de l'honneur que vous me faites. Et en recevant ce prix, je me rappelle la phrase de l'Ecclésiaste de Bossuet qui disait un tel hommage flatte agréablement, je crois que d'ailleurs l'Ecclésiaste disait chatouiller, agréablement l'ego de celui qui le reçoit. Donc merci pour cet honneur que vous me faites, que je reçois et que je partage avec tous ceux qui sont actuellement sur le terrain de Douleurs sans frontières et ceux qui sont ici, Michel, Jean-Marie, Bernard et les autres. Ils méritent ce prix et c'est une récompense de l'action que nous avons entreprise en 1995. Je dois dire que la douleur, quelle que soit la génération et quel que soit le temps, elle est présente. Elle est présente, la souffrance est présente aussi, et quand l'on remonte à l'aube du temps jusqu'où va la mémoire collective, il n'y a pas de génération sans qu'il y ait eu de guerre, de famine, d'événements de catastrophes naturelles pourvoyeuses de douleurs physiques et de souffrances humaines. Et ces événements sont des éléments qui rapprochent les hommes, qui rapprochent le Sud et le Nord, mais qui peuvent, quand ils sont pris de façon collégiale, être des éléments de conflits sociaux, de bouleversements sociaux, mais également des éléments de partage. En fait, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, dans notre pays, la douleur n'était pas reconnue en tant que telle. Et Madame Barrier, à côté de moi, a fait beaucoup pour que ça le soit, que ça le devienne, comme Pierre Simon, dont on a entendu tout à l'heure dans ce magnifique film, le fait que la douleur de l'accoucher était une douleur naturelle, qu'il ne fallait surtout pas combattre. La douleur qui survient pendant une intervention chirurgicale faisait c'était le travail normal donc, du chirurgien. Donc on revient donc de très loin et la douleur était vécue comme une fatalité. Et c'est un pilier de notre civilisation judéo-chrétienne et probablement aussi de notre ignorance qui faisait que cette douleur avait des vertus de rédemption, de faire valoir, de démonstration courageuse, qui sont autant de valeurs qui montrent notre ignorance et qui font qu'il y a une absence d'avenir. Alors, la douleur, c'est quelque chose donc de difficile à définir, mais il faut dire que la douleur, par rapport à la religion, les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que la douleur perdure malgré le temps et qu'elle est une matrice de sauvegarde, de rachat, comme une porte de salut. Et je me souviens de la phrase de Monseigneur Veuillot, archevêque de Paris, qui est décédé d'un cancer et qui disait à son confesseur « J'ai tant prêché en chair la souffrance et la douleur, je ne savais pas ce qu'elle était, dit au prêtre de n'en plus parler. » Et je pense que ça a été une transformation et ça a fait l'objet de réflexion de la part d'énormément de dignitaires religieux. Et puis, jeune médecin, eh bien, ce que nous avions en tête, c'est apaiser la douleur est œuvre divine. Et pourquoi nous n'avons pas fait? Nous ne faisions pas parce que c'était une fatalité, ou reconnu comme une fatalité, mais aussi parce que nous n'avions que peu de moyens thérapeutiques. En 1936, 1946 et après-guerre, eh bien, il n'y avait que peu de moyens pour lutter contre la pathologie, alors pour la douleur, c'était vraiment un effet collatéral. Et ce que nous faisions dans les années 80, eh bien, c'était de rassurer le patient, de lui tenir la main, de lui mentir ou de passer au suivant. Nous étions dans l'ignorance. Les antibiotiques n'existaient pas après-guerre, les médicaments antidouleurs donc très peu, et puis progressivement l'arrivée donc des sulfamides et des antibiotiques a fait, et puis des traitements antidouleurs a fait que le médecin de spectateur, car il observait l'évolution de la pathologie, et c'est l'évolution de la pathologie qui signait le diagnostic, le médecin de spectateur est devenu acteur. Et le médecin devenant acteur a commencé à guérir les pathologies, à guérir donc les maladies, et la douleur n'était encore qu'un épiphénomène. Et je me souviens très bien de Jean Bernard qui m'avait invité à des émissions de France Culture, et en préparant les émissions, il me racontait en me disant qu'il s'était peu soucié de la douleur, que par la suite il en avait pris extrêmement conscience, mais il relativisait cette notion avec, je me souviens de cette phrase où il était jeune interne dans le service de Robert Debré, et il me disait, le matin, nous faisions très tôt un staff, et il fallait, avant le staff, faire le tour des chambres des enfants pour connaître le nombre de décès. Il me dit, comme les choses ont évolué, comme les choses ont changé, et évidemment, bien maintenant, on a des moyens pour prendre en charge donc les douleurs. Et puis l'évolution s'est faite avec également un grand nombre donc de décideurs, comme Lucien Neuwirth, comme d'autres, qui ont fait que le législateur en France eh bien, a
proposer un certain nombre de considérations et d'élaboration donc de plans gouvernementaux. Et il n'y a pas qu'en France. La douleur et la souffrance, vous l'avez rappelé, elle est présente donc dans tous les pays et dans toutes les cultures. Et dans les pays du Sud, qui sont des pays relativement défavorisés, même plus que relativement défavorisés, c'est un euphémisme, car on mesure mal les progrès de santé et le choix que nous avons vis-à-vis donc de la santé, car dans nos rues, il y a toujours 2 chirurgiens dentistes, mais dans les pays où nous travaillons, dans 13 pays, il n'y a pas de chirurgien dentiste, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de gastro-entérologue, de neurologue, d'allergologue, d'angéologue, il n'y a pas toutes ces disciplines et toutes ces spécialités. Et en Angola, par exemple, il y a un psychiatre pour tout le pays. Psychiatre qui a été formé à l'université Petrus Lumumba de Moscou, et pour lui, il y a trois catégories d'hommes et de femmes. Il y a les normaux, les oligophrènes et les débiles. Donc vous voyez qu'on part de relativement loin, et que le fait de partager les connaissances et de partager la culture est un des éléments fondamentaux de ce que nous faisons. Et la douleur et la souffrance, il y en a autant dans le sud que dans le nord, parce qu'il y a autant de migraineux, de lombalgiques, de douleurs post-zostériennes, de cancers et encore plus de sida, alors que les moyens pour lutter contre le sida sont mis dans le nord et donc pas dans le sud, et que la douleur, c'est quelque chose qui va altérer et gâcher la qualité de vie des gens. Et cette douleur, quand elle survient dans des populations qui sont déjà en grande précarité, c'est une exclusion supplémentaire. Ça n'est pas une cerise sur un gâteau. Bien entendu, les politiques de santé de ces pays ont des priorités. Sanitation, vaccination, creusement de puits pour l'eau, la malaria, la tuberculose, la prévention du sida. Mais quand la douleur survient chez l'individu, elle va envahir sa vie, gâcher son existence. Et là, à partir de ce moment-là, ça n'est plus la victime qui devient victime, c'est l'entourage qui devient victime. Parce que le fait d'aller dans la rizière, d'aller chercher le riz quotidien, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour ses enfants, c'est aussi pour sa famille. Alors j'ai beaucoup vu souffrir dans les rizières, dans les dispensaires hôpitaux ou sur les champs de bataille, que ce soit au Cambodge, en Angola, au Mozambique, au Liban et d'autres. Mais je me rappelle de cette phrase de Bernard Kouchner qui disait « Jeunes médecins et sans frontières, c'était les antibiotiques et la morphine que nous avions dans nos trousses et c'était des médicaments essentiels. » Alors quelles que soient les affections, quel que soit le lieu, eh bien il faut mettre en marche la politique pour que ces douleurs, à base de recommandations, d'éducation donc des soignants, puissent être combattues. Et c'est vrai qu'une de nos plus belles victoires, ça a été à Phnom Penh, quand nous avons initié un DU, un diplôme interuniversitaire des professionnels de santé sur la prise en charge de la douleur, la souffrance et les symptômes de fin de vie, car il n'y a pas que la douleur organique, mais aussi la douleur psychique dans les catastrophes naturelles ou pour les enfants victimes de guerre. Eh bien, c'est quand nous avons passé progressivement le relais. Au début, nous étions au tableau, puis ensuite nous étions au milieu de la salle, après au fond de la salle, et puis maintenant, nous ne sommes même plus dans le couloir. Nous participons parce qu'ils nous invitent au jury d'examen, mais ce sont eux qui font la formation. Je crois donc que c'est comme ça qu'il faut avancer, et il n'y a pas que la douleur physique, il y a aussi toute cette souffrance médico-psychologique, principalement chez les enfants, qui nécessite une prise en charge la plus précoce possible. Donc je vous remercie de m'attribuer donc ce prix que je partage bien évidemment avec tous ceux qui sont avec nous sur le terrain. Ceci les encourage, ils le savent ce soir. Vous avez effectivement précisé qu'il y avait cette mention aux Nations Unies pour que les différents pays puissent prendre des moyens de façon à faire un état des lieux et réaliser en fonction de la liste des médicaments essentiels et des moyens du pays une politique de santé sur la douleur. Pour finir, j'ai retenu la définition d'un bon discours de Michel Crépeau, qui était député maire de La Rochelle, et qui disait un bon discours, c'est comme la jupe d'une jolie fille, assez long pour couvrir le sujet, mais assez court pour retenir l'attention. Je vous remercie.